je passe tout de suite la parole à Jean-François Calmet. Merci, Monsieur le Président. Merci Céline, merci Basile, merci Fondafip pour cette organisation. Je change le micro ? Oui, pour cette organisation. Alors que le président du comité des finances locales, André Léniel, estimait que le projet de loi de finances 2021 était calamiteux pour l'autonomie fiscale locale, eh bien, au même moment, le gouvernement a annoncé donc le fameux plan de relance. Une circulaire très attendue, d'ailleurs, a vu le jour le 23 octobre 2020 pour préciser l'organisation de ce plan de relance ainsi que sa territorialisation, et sont apparus des nouveaux fonctionnaires que sont ces sous-préfets à la relance, en fait, qui sont des sous-préfets normaux, qui sont des jeunes fonctionnaires, une trentaine dans toute la France, qui se sont retrouvés un petit peu sur le terrain pour porter un petit peu la bonne parole de ce plan de relance. Alors, à titre d'exemple, le sous-préfet Félix vient du Conseil d'État et s'occupe de ce rôle d'intercesseur avec les élus locaux ainsi que les autres préfets, puisqu'il ne faut pas l'oublier. Le sous-préfet à la relance, c'est quand même sous l'autorité du préfet du département, mais il existe également, il faut composer également avec le préfet de région. Alors la mission de ces fonctionnaires, normalement, devrait durer 2 ans avec la contrainte de l'élection présidentielle. La troisième loi de finances rectificative donc, de 2020, juillet 2020, a établi donc un plan de soutien aux collectivités territoriales et concrètement, la dotation de soutien de l'investissement des îles est abondée donc d'1 milliard d'euros en 2020 et 2021. Et à ce titre, déjà, 575 millions d'euros ont été attribués donc, au 31 décembre 2020 et cela a permis de financer 3 556 projets. Et lors de ces mesures, donc, il a été également expliqué par le gouvernement que parmi les mesures de 100 milliards d'euros, eh bien, normalement, 10,5 milliards d'euros devaient bénéficier donc, à ces collectivités. Ce plan de relance, comme vous le savez, est éminemment keynésien, puisqu'il touche à des politiques publiques très différentes. Et même si on parle de développement économique, les mesures liées à ce plan de relance concernent pas que l'économie, mais également parfois des mesures ont des enjeux patrimoniaux, avec notamment certaines friches qui sont réhabilitées. Donc ce sont quand même des politiques croisées et elles concernent donc nombre de thématiques. Alors ce qui est intéressant également, c'est que cette relance économique renvoie à différentes formes d'investissement. Des dépenses d'investissement par des subventions, des dépenses d'investissement des collectivités comme en matière de voirie. Il y a également, comme vous le savez, un volet fiscal, des aides de pure trésorerie, ainsi que des dépenses en fonctionnement. Et c'est peut-être le risque de ce plan de relance, c'est que toutes les mesures se transforment uniquement dans ce type de mesures. Et beaucoup d'élus locaux ont insisté et ont affirmé qu'il fallait absolument que les collectivités territoriales aient un rôle prononcé, en prenant l'exemple de la gestion de la crise de la Covid, au nom notamment de l'efficacité et de la performance, puisqu'ils considèrent d'une certaine manière que peut-être que l'État n'a peut-être pas assez tenu compte du public choice et de certaines informations qui venaient des élus locaux, notamment à l'époque de la crise de la Covid. À ce titre, d'ailleurs, l'Association des maires de France avait demandé à ce qu'on revienne sur la notion de commerce essentiel. Donc, il y avait déjà un hiatus entre ces deux niveaux. Et donc, certains élus ont pris l'exemple de la crise du Covid pour dire qu'il fallait absolument renforcer leur pouvoir dans le cadre de ce plan de relance et ont appelé une forme de territorialisation beaucoup plus importante, étant donné que cette implication des collectivités territoriales, donc même si elle peut être synonyme de clé de réussite, il faut rappeler que certaines de ces mesures quand même, du plan de relance ne sont pas forcément susceptibles d'être territorialisées. Je donne l'exemple, par exemple, de l'allocation de rentrée scolaire, qui ne dépend pas forcément de ce volet, ou de la baisse des impôts de production. Donc le colloque est très bien fait puisque ça fait pile poil 1 an
que ce plan de relance a été annoncé. Donc on fête un petit peu cette année, et donc c'est le cas. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu le bilan. Donc question très difficile. Peut-on évaluer donc l'efficacité déjà de ce plan de relance très difficile, puisque certaines mesures vont pouvoir évaluer, mais sur le long terme. Et je vous propose donc ici de s'intéresser donc au plan de relance à travers deux grands volets. Tout d'abord, l'efficacité organisationnelle de ce plan de relance, avec un jeu d'acteurs, encore une fois. Et également, dans un second temps, donc je vais traiter de l'efficacité financière de ce plan de relance. D'abord, territorialisation versus efficacité organisationnelle. Alors, Mathieu Douat n'était pas là ce matin, mais il y a aussi toute une question de savoir quels étaient les besoins de ces collectivités. Donc les collectivités ont estimé qu'on n'avait pas tenu compte assez de leurs vœux au nom d'une certaine manière du public choice, puisqu'on n'avait pas relayé forcément les besoins de la population dans le cadre de la crise de la Covid. Et donc, globalement, les grandes structures s'estiment plutôt satisfaites. Et elles estiment que les besoins, pour l'instant, ont été remplis. Ainsi, il y a par exemple une enquête flash réalisée par l'Association des directeurs généraux des communautés de France en 2020, fin 2020, qui estimait que seulement 5% des répondants jugeaient que les mesures de France Relance ne coïncidaient pas avec leurs besoins. Il en est tout à fait différemment concernant les petites structures, puisque les maires des petites communes, ça a été très repris dans la presse, ont estimé donc se sentir parfois un petit peu oubliés, notamment parce qu'elles n'avaient pas les moyens logistiques pour répondre aux appels à projets. En ce sens, un rapport de juin 2021 du député Barrot a estimé donc qu'il fallait plus tenir compte de l'équité territoriale dans le cadre de ce plan de relance. Alors, pour donner quand même un exemple d'aide qui concernait vraiment les petites communes et les communes rurales, on peut parler des 105 millions d'euros qui ont bénéficié à de nombreuses communes rurales et qui concernaient donc le socle numérique qui a été installé dans certaines écoles. Alors, s'agissant de l'évaluation de l'efficacité organisationnelle, la difficulté, et donc là j'en reviens aux propos introductifs de Michel Bouvier, c'est qu'il y a une grande complexité et un jeu d'acteurs entre les différents préfets et également les élus. Donc, il existe une complexité dans la prise de décision et je vais essayer aussi d'expliquer le rôle du sous-préfet à la relance, qui est un peu un rôle de facilitateur, désolé pour ce néologisme, de go-between, mais également, le problème, c'est qu'il n'est pas forcément décisionnaire. Mais il devra quand même incarner le projet sur le terrain, puisque notamment dans les Pyrénées-Orientales, le préfet des Pyrénées, le sous-préfet à la relance est tous les jours sous le terrain, il voit des élus locaux, des entrepreneurs, et son action est souvent relayée par la presse. Alors tout d'abord, on a pu expliquer donc que le plan de relance en lui-même était un petit peu trop complexe, et on ne voyait pas bien l'articulation du plan de relance avec les mesures déjà opératoires. Comme je vous l'ai dit, le sous-préfet donc, a un rôle opérationnel en tant qu'interlocuteur à l'échelon local. Très intéressant, il a également un rôle de relais avec le gouvernement. Exemple dont parle d'ailleurs le journal Le Monde aujourd'hui, il y avait un dispositif qui concernait les passoires thermiques, la rénovation thermique, à hauteur de 500 millions d'euros, et uniquement des logements de classe énergétique F et G pouvaient bénéficier de ce dispositif. Alors, selon certains élus, il pouvait y avoir une disparité entre le nord et le sud de la France, et notamment certains élus du sud de la France ont estimé que les conditions étaient trop strictes, et donc, apparemment, les élus locaux, mais également les sous-préfets à la relance, ont averti le gouvernement, et finalement, on a assoupli le cahier des charges pour que certains territoires soient éligibles et qu'il n'y ait pas de disparité donc, entre le nord et le sud de la France. Normalement, le nouveau plan d'investissement
2030, qui a été là reportée, devrait également assouplir encore plus ces dispositifs. Et même s'il s'inscrit dans un schéma déconcentré, on distingue donc plusieurs échelons à la territorialisation du plan de relance. Intercommunal, donc, qui permettrait de grands projets. Régional, puisqu'on y reviendra dans ma seconde partie, le préfet, lors des redéploiements de crédits, doit être consulté d'un point de vue financier. Donc le préfet de région a un rôle très important. Et également l'échelon départemental. Et c'est notamment dans ce cadre-là que les préfets à la relance peuvent vraiment avoir une discussion très concrète avec certains élus. Alors au niveau du choix des projets, comme je l'ai dit, ce n'est pas le sous-préfet à la relance qui aura forcément le dernier mot, mais il peut avoir quand même certaines préférences et proposer certains projets en écoutant les élus locaux. Et comme je vous l'ai dit, sa fonction également est d'incarner le projet. Donc il y a vraiment aussi une affaire de communication. À ce titre, même au niveau national, on a pu voir des spots déjà ce week-end à la télévision, sur France 3, où on vantait les mérites de certains projets pour bien faire comprendre que ce projet ne bénéficie pas qu'aux grandes structures, mais à toutes les classes de population, également à tous les territoires. Donc il y a un aspect quand même communicationnel dans le cadre donc, de ces projets. Enfin, l'instruction administrative des projets varie, selon l'importance évidemment de ces projets. Pour vous donner un ordre d'idée, en Occitanie, le projet le plus important économiquement est le centre de préparation à la haute performance des sportifs à Font-Romeu. Donc le coût du projet est de 30 millions d'euros et le plan de relance va financer ce projet à hauteur quand même de 3 millions d'euros. Et c'est la région qui a la maîtrise d'ouvrage. Alors peut-être qu'ici, on retrouve ce qui a été dit hier sur éventuellement un aspect redistributif dans ce cadre régional, puisque vous savez qu'il y a eu certaines revendications parfois catalanistes qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce terme d'Occitanie. Et là, on voit bien quand même que le département des Pyrénées-Orientales n'a pas été forcément oublié. Alors après l'efficacité organisationnelle, quid de l'efficacité financière? Alors tout d'abord, les collectivités territoriales avaient des attentes de ce point de vue. En 2020, une tribune de plusieurs présidents de région s'était dit prêt à s'engager massivement dans le cadre d'investissements, mais il disait qu'il fallait d'une certaine manière que l'État soit caution et qu'il y ait un mécanisme d'amortissement que seul l'État pouvait permettre. Mais également, ils estimaient qu'il fallait une plus grande marque de confiance de l'État, et à ce titre, ils préconisaient qu'il y ait un plan de Cahors inversé. Nous allons voir que ce pacte de Cahors inversé n'a pas forcément été respecté, puisqu'en dépit de l'aide significative de l'État, on peut dire que la logique de contractualisation donc, du plan de Cahors se retrouve donc avec les contrats de relance et de transition écologique. Au niveau des régions, des départements, intercommunalités, on peut citer également des plans de méthode avec les métropoles. Enfin, pour finir, il me faut rappeler certaines limites financières à ce plan de relance. Tout d'abord, premier point, alors ça ne concerne pas le problème de la territorialisation, mais il n'y a pas eu de modification du régime de subvention du 25 juin 2018. D'ailleurs, pour certains acteurs, certainement les sous-préfets, ils estiment que ça ne pose pas de problème puisque la DSIL était une procédure que les élus locaux connaissaient déjà. Par rapport à la logique également du plan de Cahors inversé, on retrouve évidemment un phénomène de recentralisation avec la mainmise de l'État qui est toujours ici. Une circulaire également du 17 mars 2021, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, estime que le préfet de région doit être consulté lorsqu'il existe des redéploiements de crédits. L'Association des petites villes de France a estimé que le régime de dotation nationale de soutien à l'investissement public local ne permettait pas forcément aux collectivités locales
un investissement véritable, et particulièrement pour les plus petites d'entre elles. Et rappelons que récemment, la Cour des comptes, dans un référé cet été, a rappelé que la DSIL et la dotation politique de la ville sont attribuées encore aujourd'hui de manière discrétionnaire, je cite la Cour des comptes. De plus, les concours de l'État ne font l'objet d'une sélectivité territoriale suffisante. Et nonobstant l'affichage de ces dotations comme soutien à la ruralité, la DETR et la DSIL bénéficient surtout, dit la Cour des comptes, aux grandes aires urbaines. Une conseillère, cependant financière de l'Association des petites villes de France, constate que paradoxalement, les petites villes n'ont quand même pas été oubliées par cette DSIL. Et à ce titre, il y a un rapport parlementaire très intéressant qui date du 16 juillet 2021, qui estime que les collectivités se sont quand même bien impliquées dans le financement des projets de ce plan de relance. Et ce même rapport estime qu'il faudrait peut-être pérenniser pour les communes de moins de 3500 habitants, les assouplissements apportés à l'utilisation des dotations d'investissement par l'article 70 de la 3e loi de finances rectificative de 2020. Dernière critique moins importante, il n'existe pas à proprement parler d'indicateurs de performance, notamment au niveau régional, de ces projets liés au plan de relance, bien qu'il existe 3 programmes de la mission Relance, programme 362 écologie, compétitivité 363 et cohésion. Le rapport d'ailleurs précité se félicite néanmoins de la rapidité de l'engagement des crédits dans le cadre de ce plan de relance. Pour conclure, le plan de relance n'est pas source de mutation de l'État, qui reste vraiment le maître du jeu, mais le dialogue entre les acteurs locaux et nationaux montre à nouveau la complexité des relations financières entre acteurs, pour reprendre les propos introductifs de Michel Bouvier. Et la logique d'un plan de Cahors inversé serait certainement synonyme d'une nouvelle forme de décentralisation à la française, mais le chemin risque d'être long. Je vous remercie.